Salut à tous les randonneurs, salut à tous les amoureux de l'Europe, et cette semaine je vais vous raconter la façon dont j'en suis venu à randonner dans tous les pays d'Europe, soit une petite cinquantaine, et dresser en conclusion un top 5 de mes pays préférés, avec le pays le plus surcoté selon moi à la quatrième place et le plus sous-coté à la cinquième. Je commence à marcher en 2009 et jusqu'en 2015 c'est d'abord un simple hobby que je pratique en duo avec mon frère et presque uniquement dans deux zones européennes, la France et la Grèce, et plus précisément la Bretagne et les Cyclades grecques. En Bretagne, je marche tous les deux week-ends, de 2012 à 2016, année durant laquelle j'achève le tour complet de la région par petites touches. Et la même année, j'entreprends une deuxième traversée des Cyclades, 10 îles de rang arpentées en bivouaquant systématiquement. L'appétit venant en mangeant et ces marches de plus en plus régulières me donnant faim, dès 2015, je commence à marcher seul. Et au nouvel an 2016, un déclic s'opère quand je décide de rompre l'ennui des vacances de Noël en m'envolant seul pour le Portugal, afin de randonner dans les collines de Sintra. Et en avril 2016, rebelote, cette fois dans les monts de l'Est de l'Irlande, près de Dublin. Deux randos pas top, et pourtant elles forment la base d'un nouveau projet que je me fixe cette année-là, marcher substantiellement dans tous les pays d'Europe. J'exclus de mon radar les pays n'ayant rien d'autre à proposer que la plaine russe, donc la Russie elle-même, la Biélorussie et la Moldavie, et me promets de randonner dans tous les autres, de l'Espagne à la Pologne, de la côte turque à la Scandinavie, mais aussi dans toutes les îles majeures du continent et dans toutes les régions iconiques de chaque pays. Ainsi, en 2007, je randonne pas mal ailleurs en France qu'en Bretagne, comme dans les Calanques, la Provence, le Verdon, et ailleurs en Grèce que dans les Cyclades, en visitant l'Épire, les Météores, le Mont Olympe. Et je découvre trois nouveaux pays, l'Espagne, l'Angleterre et la Suisse, avec des marches en Catalogne, sur la côte du Dorset ou dans les montagnes du Valais, plus le micro-État du Vatican. Et je parcours aussi deux îles majeures cette année-là, Tenerife et Majorque en Espagne. L'année suivante, celle de 2018, est principalement consacrée à explorer le reste de la France avec ma première vraie randonnée au long cours de plus de 1000 km dans le Massif central, et d'autres marches plus secondaires, en Normandie, en Dordogne, dans les Bauges ou les Baronnies. Je découvre plus avant l'Espagne, en faisant le tour de l'île de Minorque en janvier, puis en traversant la cordillère de Guadarrama en mai, et celle de la Sierra Nevada en décembre, et retourne en Angleterre dans le parc national du Dartmoor. Côté nouveau pays, par contre, le bilan est maigre, avec une seule aventure, une virée alpine automnale au Liechtenstein et en Autriche. C'est en 2019 que je mets le turbo en solo, mon frère se consacrant à sa famille. Cette année-là, j'ai principalement visé des pays inédits. Ça commence en Italie avec Venise en février, l'Apennin du Nord en mai et la Sicile en décembre. En mai, j'embarque avec mon frère pour notre seule expédition annuelle, un road trip émaillé de marches intenses en Grande-Bretagne, ce qui me permet de découvrir les montagnes du Pays de Galles et de l'Écosse. Le mois suivant, j'explore la Roumanie et ses Carpates méridionales, et en juillet, la Hongrie, et dans la foulée, la Pologne et la Slovaquie, lors d'une virée dans le massif carpatique des Tatras. Enfin, je me rends en septembre dans les massifs faisant frontière entre l'Allemagne, la Tchéquie et la Pologne. Parallèlement, j'explore plus avant deux pays déjà connus, la France bien sûr, mais aussi l'Espagne, avec Ibiza et le Pays Basque. Au début de l'année 2020, mon tour des pays d'Europe est déjà bien avancé, mais un autre projet encore plus ambitieux a mûri en moi. Une sorte de tour du monde occidental en 50 marches, plus ou moins longues, que j'imagine accomplir en 1 an et demi après avoir démissionné de mon travail. Le plan consiste à consacrer l'été 2020 à marcher un peu partout dans des coins encore inconnus d'Europe, principalement dans les Balkans et la Scandinavie, puis à passer l'hiver 2020 en Australie et en Nouvelle-Zélande, enfin l'été 2021 aux USA. Début mars 2020, je suis prêt à partir, et dans cette optique, j'ai quitté mon appartement et mon travail quand mes rêves sont brisés par la crise sanitaire du Covid et toutes les restrictions de déplacement qui en ont découlé. De mars à mai, je suis bloqué par le premier confinement, mais parviens ensuite, malgré les restrictions, à effectuer presque toutes les 25 marches de la partie européenne de mon tour du monde avorté. Ça m'occupe 5 mois jusqu'au second confinement, un laps de temps durant lequel je découvre la Chartreuse, le Vercors, la Ligurie, les Alpes italiennes, puis de nouveaux pays. Et d'abord la Slovénie, dans les Alpes, et par la suite l'Islande et la Norvège, dont j'arpente plein de coins. Ne pouvant entrer en Suède depuis la Norvège à cause d'un conflit sanitaire, je bascule directement en Bulgarie début septembre pour des marches dans le Grand Balkan, le Pirine et le Rila. Puis je découvre tous les autres pays balkaniques d'est en ouest, la Macédoine du Nord, l'Albanie, le Kosovo, le Monténégro dans les terres puis sur la côte, la Bosnie, et enfin plusieurs massifs croates, sur le continent comme dans les îles. Début novembre 2020, malheureusement, le second confinement européen m'oblige à me rabattre en urgence vers la Grèce pour passer l'hiver dans la petite maison familiale de l'île de Paros. Il m'est impossible d'entrer en Australie et en Nouvelle-Zélande comme je l'espérais, les deux pays étant strictement fermés depuis le début de la crise Covid, et l'été suivant aux USA est tout aussi compromis. Mais j'ai fait contre mauvaise fortune bon cœur en imaginant un autre projet, une traversée des montagnes françaises qui deviendra à terme un tour intégral des massifs européens à pied, l'Odyssée pédestre. Et si ce n'est pas son but premier, ce projet me permettra de visiter quelques pays que j'avais jusqu'ici ignorés.
le Benelux et Andorre en 2021, Monaco et la Turquie en 2022, l'Ukraine en 2023, à quoi il faut ajouter plusieurs îles majeures comme la Corse, la Sardaigne ou la Crète. À la fin de mon odyssée, quelques pays ont encore échappé à mon radar. J'y consacre mes congés de l'année 2024 en visitant en mars 2 îles des Canaries, la Palma et la Gomera, en juillet les 3 pays baltes, puis la Laponie de Suède et de Finlande, et enfin en octobre les 3 pays tous méditerranéens qui manquaient encore à mon tableau de chasse, à savoir Chypre, Malte et pour finir Saint-Marin. C'est dans le brouillard que je fais le tour à pied de ce micro-État, le 48e et dernier de mon tour d'Europe. Pour avoir visité l'intégralité des pays européens du Portugal à la plaine russe, je peux le dire, l'Europe est un continent merveilleux à explorer, comme je l'affirmais déjà dans ma vidéo précédente. Mais y a-t-il un ou plusieurs pays qui se détachent ? Difficile d'établir un classement car il n'y a pas grand sens à comparer des pays très inégaux par leur taille ou leur population. Un petit pays génial comme le Monténégro, avec ses 600 000 habitants, ne peut pas rivaliser, malgré tout, avec une grande nation comme l'Allemagne, plus médiocre au plan de la marche mais offrant tout de même par sa grandeur pas mal de coins intéressants. C'est pourquoi je dresserai dans une prochaine vidéo un top 10 des petits pays d'Europe ou randonnée, celles où la population plafonne sous les 10 millions d'habitants. Mais au préalable, je vais vous proposer mon top 5 des pays majeurs, avec un top 3 bien net, une 4e place pour le pays le plus surcoté et décevant, car il devrait être 3e, et une 5e pour le pays le plus surprenant, car il est très sous-coté par les randonneurs. Et pour moi, ce pays très sous-estimé, c'est l'Angleterre. Pas la Grande-Bretagne, car l'Écosse ou l'Irlande sont des destinations appréciées. Non, je parle de l'Angleterre, où je n'ai jamais croisé de marcheurs étrangers. Je le comprends car le pays ne dispose pas de hautes montagnes et son climat est un repoussoir. Mais malgré tout, l'Angleterre fourmille littéralement d'itinéraires exaltants. D'abord, il y a pas mal d'îles, dont les Anglo-Normandes, avec leurs habituels sentiers douaniers. Mais ce n'est rien en comparaison du sentier côtier qui fait le tour de l'Angleterre proprement dite. Gigantesque, il atteint son apogée sur la portion qui court du Devon au Pays de Galles, en passant par le Dorset et la Cornouaille. C'est tout simplement la plus longue section côtière d'Europe sur des chemins, loin devant le GR34. Outre les côtes, on trouve énormément de sentiers dans l'arrière-pays qui nous font évoluer très librement dans des campagnes charmantes, avec leurs petites collines verdoyantes, leurs murets, leurs longères de classe, leurs villages en pierre, leurs châteaux en ruine. On peut aller partout et très librement, comme je le disais, grâce à la règle du droit de passage dans les pâturages. On atteint le sommet le long de l'Adrian Wall, à la frontière écossaise et dans le Yorkshire, mais le reste des campagnes est à l'avenant. Il y a quelques régions même de hautes collines et plateaux très sauvages comme le Dartmoor ou les Pennines, où l'on peut s'enfoncer loin de toute civilisation dans des landes celtiques désertes. On y trouve pas mal de refuges non gardés, à l'anglaise, les bothies, amoureusement entretenus par les randonneurs du coin. Enfin, il y a même un véritable massif de montagnes, méconnu des étrangers, celui de Lake District, dont les cimes plafonnent certes à 1000 mètres, mais démarrent au niveau de la mer et ont donc l'allure de vraies montagnes, surtout qu'elles dominent de vastes lacs. Et à part en Islande ou en Laponie, vous ne trouverez pas ailleurs de territoire de marche plus sauvage et préservé de toute modification humaine qu'en Angleterre. Il n'y a parfois pas de balisage, ni même de sentier, et il faut lutter dans la lande pour progresser en se fiant à son GPS. C'est tous ces atouts qui m'incitent à mettre l'Angleterre à la 5e place, même si c'est un peu aussi par provocation, quand on sait qu'elle ne compte aucune véritable montagne. Et à la 4e place, je mettrai sans hésiter une nation que je juge pourtant surcotée, ou en tout cas décevante au vu de son potentiel, à savoir l'Espagne. C'est un pays très vaste et comptant beaucoup de montagnes, dont les plus intactes d'Europe, les Pyrénées, mais aussi 3 grandes cordillères ibériques allant d'ouest en est. Au nord, les monts Cantabriques, qui prolongent les Pyrénées, au sud, les monts Bétiques, dont la Sierra Nevada, et au centre, le système central, qui passe au nord de Madrid. Ajoutons-y une profusion d'îles géniales ou marchés, dont 5 îles de mon top 10. Majorque, Minorque, Tenerife, La Palma et La Gomera. Avec un tel potentiel, l'Espagne pourrait être sur le podium, voire plus haut. Mais elle souffre à mes yeux de la médiocrité des marches et du balisage quand on sort de la montagne, surtout en comparaison des 2 autres grands pays latins, l'Italie et la France. Les vrais sentiers sont rares et mal indiqués en dehors des chemins de Compostelle. Les villages traversés comme les grandes villes sont régulièrement décevants, même si les villes intermédiaires ont pour la plupart beaucoup d'allure. Et la côte a peu d'intérêt dans la longueur, à part en Galice. Alors certes, l'Espagne reste mon 4e pays préféré, mais avec plus de soin pour ses sentiers, je l'aurais aisément mis 3e. Et à la place de l'Espagne, je donne la médaille de bronze de la randonnée itinérante à un pays plus modeste par la taille et le peuplement, mais où j'ai baroudé des centaines de jours avec le même plaisir, et il s'agit bien sûr de la Grèce. Un choix très subjectif, certes, car c'est ma Madeleine de Proust, mon pays d'adoption, où j'ai passé pas mal de temps dans mon enfance. Mais je vais tenter de défendre ce choix. Du point de vue de la marche, la Grèce a 2 points forts. D'une part, sa botte continentale, qui n'est en fait qu'une vaste montagne, où se succèdent des massifs dépassant presque tous les 2000 mètres, et notamment au nord celui du Pinde,
l'un des plus exceptionnels d'Europe par son mix de panoramas, de sentiers travaillés et de villages traditionnels. Parmi les massifs qui plafonnent sous les 3000 mètres, c'est probablement mon préféré. Le reste du pays propose des montagnes plus discontinues, souvent mal ou pas balisées, où il est impossible de randonner dans la longueur sans des transitions en plaine, mais certains coins sont tout de même superbes, l'Olympe et le Péloponnèse en tête. Et l'autre atout de la Grèce, c'est bien sûr son réseau d'îles, des dizaines d'entre elles étant des hauts lieux de la marche. Voir entre autres ma vidéo sur la Crète et mon top 10 sur les îles égéennes. Et dans les îles comme en montagne, on traverse constamment de jolis villages, et on peut dégoter chaque nuit un parvis de chapelle pour bivouaquer au grand air. Il y a aussi des sites historiques de premier plan, antiques, byzantins, vénitiens, orthodoxes, sans oublier la presqu'île du Mont Athos, si vous êtes un homme, et dont je parle dans une vidéo dédiée. Et pour couronner le tout, on profite au quotidien du beau temps, d'une nourriture super bonne, et si on borde la mer de baignades savoureuses. Bref, la Grèce est mon pays préféré en Europe et le troisième au plan de la marche, que je place très audacieusement devant l'Espagne, mais loin derrière les deux premiers, du haut de tête que vous aurez sûrement deviné et qui se disputent l'or. Et après réflexion, c'est à l'Italie que je donne l'argent. Du fait de quelques défauts, par exemple le manque de sentiers campagnards à basse altitude, le manque de variété des paysages ou un balisage souvent déplorable. Mais tout cela est compensé par 4 atouts majeurs, et l'atout numéro 1 de l'Italie, c'est bien sûr son arc alpin, qui compte entre autres les Dolomites, les montagnes les plus spectaculaires d'Europe. Des lacs iconiques comme ceux de Côme et Garde, et des massifs alpins moins touristiques mais tout de même superbes et comptant surtout les meilleurs refuges non gardés d'Europe, par la quantité comme la qualité. Je pense notamment au Lagoraï, au Val d'Aoste ou aux Alpes orobiques, et j'en parlerai dans une vidéo prochaine. Deuxième point fort de l'Italie, sa montagne nationale, l'Apennin, ce squelette qui structure toute la botte italienne du nord au sud. L'Apennin est un massif très contrasté dans ses 3 parties, flirtant dans la centrale avec la haute montagne et méconnu des touristes étrangers. Une petite pépite à découvrir d'urgence. Troisième atout italien, quelques segments de côte géniaux, dont la Riviera et la côte amalfitaine. Enfin, quatrième atout, cette atmosphère générale de grande classe qui règne partout, des centres historiques des grandes villes aux plus petits des villages, même en altitude. On pourrait mentionner un 5e point fort, les îles, mais dans ce cas, il faudrait se cantonner aux petites îles comme Isola, Elbe, Capri ou les îles de l'archipel éolien, car les grosses îles, la Sardaigne et la Sicile donc, sont décevantes au vu de leur potentiel. Mais même sans cet atout insulaire, l'Italie est l'incontestable dauphin de ce classement des pays européens aux randonnées. Dauphin de qui ? De la France, bien sûr. Qu'on ne me taxe pas de chauvinisme, car j'admets sans mal que la France est aujourd'hui l'un des pires pays d'Europe où vivre et où travailler. Mais pour randonner, fait-on mieux ? Assurément non, pour une raison qu'on peut résumer ainsi, la France c'est un condensé de l'Europe. Si on accepte le monde slave, tous les peuples, tous les climats, tous les paysages, toutes les traditions architecturales, toutes les cultures d'Europe se retrouvent en France. Ces diverses montagnes offrent un panel complet, très hautes montagnes dans les Alpes, hautes montagnes dans les Pyrénées, montagnes dans les Préalpes, chaînes étroites de moyenne montagne dans le Jura, massifs étendus et plateaux désertiques de moyenne montagne dans le Massif central, petites montagnes forestières dans les Vosges, monts calcaires et gorges en Provence, collines en Ardèche et en Dordogne. Pour les marches côtières, il y a quelques gemmes sur la côte méditerranéenne et l'immense sentier des douaniers bretons sur la façade atlantique. Côté île, même en excluant celle des Dom-Tom, pas géographiquement européenne, on est bien loti avec la Corse, la plus réputée du monde niveau rando, et les îles bretonnes. Et à part dans le nord, les campagnes françaises sont également bourrées de coins sympas où se balader. Enfin, qu'on marche en montagne ou en vallée, on s'aidera d'un système de balisage et d'un fond de carte qui font référence. Quant au patrimoine architectural, quelle richesse! Il ne souffre d'aucune concurrence dans le monde en termes de variété, et au plan de la densité et de la quantité, seule l'Italie a son mot à dire. Bref, selon moi, la France n'est pas seulement le plus beau pays du monde pour le tourisme traditionnel, mais aussi pour les marcheurs. Voilà donc pour ce top 3, somme toute assez peu original. Le top 10 des pays d'Europe que je publierai dans 3 semaines vous surprendra plus. Mais d'ici là, je vais aborder dans 2 vidéos un autre sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui des refuges non gardés. Allez, à très bientôt!